J'avais déjà entendu parler du Calax, ça c'est sûr. Puis quand j'ai su qu'il y avait un projet qui aidait les femmes à sortir de la prostitution, j'étais comme I'm in, là. C'est sûr que je postulais pour ça parce que c'était un enjeu qui m'intéresse vivement depuis bien des années. Mais oui, j'ai fait un saut. Quand je suis arrivée, c'était pas le contexte que je croyais, mais honnêtement, je me verrais pas ailleurs quand même, là. Moi, je suis sur mon X ici, là. Tu connaissais-tu déjà un peu l'approche par rapport à la prostitution? Bien, pas tant que ça. Tu sais, je savais qu'il y avait sûrement deux courants de pensée là, dans la vie, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre un peu, là, on s'entend. Puis je me doutais que si le Calax luttait contre les violences sexuelles, le Calax était abolitionniste. Maintenant, j'ai le bon mot. Et effectivement, au Calax, on a une vision abolo. On considère que la prostitution, c'est une violence sexuelle faite aux femmes. Oui. Puis on considère aussi que c'est un enjeu qui est social, qui n'est pas relié à l'individu, parce que plusieurs pensent que... Ah, mais c'est mon choix, hein? C'est moi qui voulais faire ça, puis c'est parce que moi, j'aime ça, la sexualité, puis je vais m'épanouir, tout ça, là. Oui, exact. Mais on se rend compte avec... moi, je me suis rendu compte avec mes années au Calax qu'il y a une trame de fond, là. Dans mes débuts là, de jeune intervenante, quand j'ai commencé à travailler au Calax, j'ai pris conscience de notre vision de la prostitution qui m'a vraiment montré tout l'envers d'un décor que je n'avais jamais vu. J'étais toute jeune. Puis il y avait eu à ce moment-là, en 2008, une vague d'arrestations pour des femmes dans la rue qui avaient sollicité des gens pour la prostitution. Et le Calax, on s'était positionné, on avait décidé d'accompagner ces femmes-là au palais de justice, toute l'équipe cette journée-là. Puis on a appris à connaître ces femmes-là, on était assis à côté d'elles, on a sensibilisé les procureurs, les avocats, les juges par rapport à cette problématique-là pour pas qu'ils leur donnent une sentence, une amende et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, on a développé vraiment beaucoup plus de liens avec ces femmes-là. L'enjeu, c'était que la prostitution n'était pas reconnue comme une violence faite aux femmes au sein du gouvernement. La loi avait même pas changé, là. C'était encore des femmes qui étaient criminellement... Exactement. C'était notre cheval de bataille à ce moment-là, mais on a réussi à trouver quand même du financement de plusieurs endroits pour réussir à offrir des services pour accompagner les femmes, leur offrir un espace sécuritaire pour se rencontrer, avoir du support, parce que c'était vraiment un besoin qu'elles nommaient. Elles étaient tannées de ne pas avoir de services, d'aller cogner à plein de portes différentes, mais personne ne pouvait les aider dans plein de démarches de réinsertion sociale. Elles avaient besoin de reprendre du pouvoir sur leur vie, et là, on avait enfin des intervenantes, un endroit pour les écouter. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que cette réalité-là, on la connaissait pas beaucoup. Fait que là, le Gîte de l'autre porte a commencé avec une étude, en fait, comme un portrait là, de la prostitution d'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on se disait, ça existe-tu vraiment, ça, ici? Oui, exactement. En 2015, on a réussi là, à présenter les résultats de la recherche qu'on a fait, qui a dévoilé vraiment la réalité en région, les besoins, puis a fait beaucoup de recommandations sur qu'est-ce qui devrait être mis en place. Donc, on a vraiment vu le portrait de la prostitution en région, particulièrement à Val-d'Or. Et les recommandations nous donnaient des outils pour aller cogner aux bonnes portes pour avoir du financement. Mais malheureusement, après énormément d'heures de bénévolat, parce qu'on était toutes bénévoles, le financement ne suivait pas parce que le gouvernement n'était pas rendu là, à reconnaître la problématique de l'exploitation sexuelle chez les femmes. Effectivement, depuis 2018, le SCF, Secrétariat à la condition féminine, a décidé de financer des organismes qui œuvrent auprès des femmes en sortie de prostitution. Puis d'ailleurs, on a été la 3e ville. Ben oui, moi, je trouve ça super intéressant de me dire que dans tout le Québec au complet, ils ont financé Québec, ils ont financé Montréal, puis la 3e ville choisie, c'est Val-d'Or. Val-d'Or, pour l'implantation d'un projet en sortie de prostitution. Bien, exactement. Ça veut dire qu'il y en a ici qui l'ont reconnu, qu'il y avait ça ici. Fait que ça, c'est vraiment... moi, je trouve ça super génial. Ben oui. Puis c'est pour ça que le projet Ouvrons les portes est né. Puis d'ailleurs, on a 3 objectifs.
Yes. à accomplir dans notre travail, d'accompagner les femmes en sortie de prostitution, premièrement, puis d'identifier aussi des démarches concrètes à tout leur processus, Ouais. d'identifier les obstacles, parce que le processus de sortie, on s'entend, il est parfois difficile. Bien, c'est parce que c'est des femmes qui sont dans énormément d'organismes Ouais. déjà. On les voit partout, dans le Ouais. fond, mais on ne sait pas nécessairement qui en font, là, mais on Exact. les voit quand même partout. Puis là, c'est, mais pourquoi ils n'en sortent pas alors, tu sais? Fait que Ouais. fait que s'ils voulaient savoir ça, Ben oui, ben des identifier premièrement les obstacles, mais aussi de trouver des solutions oui. le mieux qu'on peut, tu sais, parce que Ouais, tout parce ne qu'il y a se des règle choses pas. qui appartiennent aux femmes en tant que telles Ouais. comme solution, puis il y a des choses qui appartiendraient en même temps à la société. Là, C'est ça. tu sais. Fait qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que les autres pourraient faire pour améliorer. Oui, exact. Puis On en a-tu trouvé? on en a trouvé. On les a-tu réglés? Peut-être pas encore. Ouais, c'est ça. Mais bon. Puis le troisième, c'était de faire des partenariats. Oui, Parce exact. que vu que justement ces femmes-là sont avec beaucoup de monde, Ouais. ils vont dans plein d'organismes déjà, on les voit partout dans. Ouais. Parce que c'est Madame tout le monde, là, fait qu'on on peut les voir partout. On a besoin des partenaires pour être capable de bien travailler ensemble, de bien les 100%. soutenir. Oui, de ne pas travailler en stylo parce qu'on veut tous le même objectif. Tu sais, on a chacun nos départements, mais on veut le bien-être de la femme. Puis d'ailleurs, les partenaires, tu sais, la reconnaissance est là parce qu'ils ont accepté de participer à notre documentaire, de relater leur vécu, leur point de vue sur l'enjeu de l'exploitation sexuelle. Fait que Ouais. ça parle de soi-même, je trouve. Exactement. Puis des femmes aussi qui nous ont partagé leur histoire. Oui, très touchant. Parce que tu sais, Ouais. ce projet-là n'existerait pas si ces femmes-là Sans n'avaient les pas des besoins. là. Exactement, oui. En ce qui concerne les succès, je crois que c'est la qualité du partenariat. Donc, plus qu'on a de collaboration, plus qu'il y a de pointes de tarte qui s'additionnent là, pour faire en sorte de pouvoir gérer à tout de moins les problématiques complètes. Avec votre organisme, on a fait de la prévention avec le Pétapan. On était ensemble, faire de la patrouille, regarder ma clientèle, également la clientèle Allison, pour que les gens nous voient aussi ensemble, pour que si jamais ils viennent cogner à ma porte, ils savent que je suis en contact avec le Calax, avec le projet Ouvrons les portes. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir, au bout d'un texto, et le consentement, bien entendu, de l'individu, pouvoir avoir un partenaire prêt à se déplacer, flexible, comme qu'on peut l'être aussi, pas trop strict, et avoir une latitude là, d'originalité qu'on peut faire nos interventions. Vu qu'avec notre clientèle marginale, il faut souvent sortir de notre zone de confort pour pouvoir réussir à faire du sens pour eux. Et avoir un partenaire qui pense comme ça, c'est vraiment magnifique. Le projet Ouvrons les portes répond définitivement à cet enjeu de réponse aux besoins spécifiques des femmes. Il n'y a pas de mauvaise porte. Fait que, il faut, ou quand moi, j'ai pas la réponse, bien, je texte, j'écris à une des partenaires, puis on a des réponses rapidement. Dans les meilleures pratiques en ce qui concerne les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, on voit beaucoup le concept du « no wrong door », c'est-à-dire quand on cogne à un endroit et je demande un service, on se doit d'avoir ces services-là qui puissent y répondre. On a été la troisième ville choisie, tu sais, puis souvent ça étonne les gens parce que Val-d'Or, c'est petit, là. Dans le fond, c'est quoi, c'est 32 000 personnes? Oui, à peu près. Là. 32 000 personnes avec un territoire super éclaté, des petits villages, 2 communautés autochtones. Puis, tu sais, c'est pas la grosse métropole, là. Non, c'est très région, là. Tu sais, tu as parlé des communautés. On s'entend, les femmes... Bien, on a 2 communautés ici, là, dans la vallée de l'Or. On a Kitsakik, puis on a le lac Simon, qui appartiennent à notre MRC. Puis ça me fait penser que les femmes autochtones sont souvent surreprésentées. Ouais. Quand on parle d'enjeux d'exploitation sexuelle, les gens croient que c'est seulement ces femmes-là qui en font. Oui, il y en a qui en font, mais comme qu'il y a des femmes blanches aussi, là, dans Ça, l'industrie. je l'ai entendu souvent au début du projet. Ouais. Ah, mais ça, c'est juste des femmes... Mais effectivement, elles sont surreprésentées. On pourrait penser qu'on est loin des grands centres, fait que loin des proxénètes. C'est ça, exact. qu'on peut se sentir en sécurité. Oui, là. mais à ce temps, avec les réseaux sociaux, là, que tu sois à Val-d'Or, que tu sois à Montréal, les proxénètes te rejoignent. Là. De toute façon. De toute façon, que tu sois à 600 km des grandes métropoles. Tu sais, l'accessibilité est là, dans tous les cas. Puis en plus, souvent, tu sais, quand on est plus jeune, on met beaucoup d'affaires sur les réseaux sociaux. Fait que là, si on a moindrement des petites vulnérabilités, ça peut se voir rapidement. Puis savoir sur quelle chose aller jouer pour être capable de les recruter. Puis à Val-d'Or aussi, on s'entend, on est une région qui est quand même très riche. Là. On a beaucoup d'industries minières, forestières. Tu sais, les gens ici, en moyenne, le salaire est élevé.
en raison de toutes ces industries-là. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des fossés socio-économiques entre les femmes, les hommes, les riches, les pauvres. Les fossés sont vraiment... C'est gros, hein, entre les deux? 100 oui. Ça l'explique, admettons, pourquoi on a une crise du logement. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de logements. Il y a du fly-in, fly-out aussi. Là. Ouais. Les travailleurs qui viennent travailler en Abitibi, mais repartent dans leur région après. Là. Ouais. Fait que ça fait qu'il y a comme une pénurie de logements, des fois. Vu qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ça fait que les propriétaires peuvent en profiter pour augmenter le prix des loyers. Ouais. Fait que là, on se retrouve avec une personne qui est peut-être quand même assez vulnérable, assez pauvre, admettons, monétairement. Puis là, on a un loyer, un 3,5, admettons, à 1 200, 1 400 Ça a Une pas de chambre, sens. une chambre à louer. En fait, je Une sais. chambre à louer, tu sais, 900, 1 000 par mois, tu sais. Essaye de te loger après ça quand tu vis avec un chèque d'aide sociale, tu sais. Impossible. Ça n'a pas de sens, là. Puis aussi, un enjeu qu'on voit ici à Val-d'Or, c'est qu'on a plusieurs organismes. Tu sais, on a un organisme qui aide les gens en situation d'itinérance, on a une maison en violence conjugale, on a tout ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a un seul organisme pour combler un seul enjeu Tout social. l'ensemble des besoins sur tout l'ensemble du territoire. Exact. Fait que si on se retrouve avec des municipalités qui ont des fois 30, 40, 50 km, 80 km les unes des autres. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la réalité de Val-d'Or. Oui. là. Ouais. Puis une fois que tu as brûlé un service, mettons, que tu as été exclu d'un service en itinérance, par exemple, bien, tu as brûlé le seul service qui vient en aide à Val-d'Or, dans la MRC. Fait que faut aller plus loin. Elles aboutissaient là bien malgré elles. C'était pour survivre, c'était pour avoir accès à un logement, c'était pour acheter peut-être des fois la paix pour leur sécurité. C'est des filles de n'importe où, c'est n'importe quel genre de fille. Ça peut être ta voisine, ça peut être ton ami d'enfance. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui apporte les filles là-dedans, tout dépendamment de leur vécu, tout dépendamment de la personne qui l'entoure, qui va l'avoir influencé. Je me rappelle qu'une de mes gardiennes, justement, quand j'avais 7 ans, c'était une prostituée. Puis qui faisait ses clients dans mon lit. Mettons que j'ai commencé à être abusée très jeune dans ma vie. J'ai parti de ma résidence vers l'âge de 13 ans. J'ai parti de chez moi avec l'autorisation de mes parents. Ils m'ont laissé partir. Moi, en ayant été victime d'inceste puis avoir vécu la prostitution, je me trouve très fragile. On dirait que je ne distingue pas le vrai amour, la sexualité. C'était une phase de temps que, comment que je pourrais dire, bien, je me sentais comme une vedette. J'avais demandé de l'aide à ce gars-là pour partir, puis il m'avait dit « OK, c'est good, genre, je vais t'aider à partir, genre, si tu me rends service après. » Fait que j'étais comme « OK. » Puis ben, on est parti à Rouen, puis ben, c'est là que ça a commencé. Je tombe en amour avec, puis après ça, ben, c'est là qu'il a commencé à me faire danser, puis qu'il fallait plus que je ramasse de l'argent, puis tout, fallait plus que je continue à travailler. Tu sais, avant de t'aventurer dans quelque chose, surtout comme la prostitution, d'être capable d'aller en parler à quelqu'un, c'est où ça va t'emmener, ça, parce que c'est la route vers l'enfer. Des fois, certaines femmes nous expliquent leur vécu. Puis nous, on leur explique, ben, s'il y a eu un échange sexuel pour obtenir quelque chose, c'est une forme de prostitution. Puis des fois, ils savent même pas, tu sais, dans le fond. Exact, parce que, tu sais, le mot prostitution, ça a une grosse connotation, mais quand on commence à dire échange de services sexuels contre rémunération, là, c'est large, là, ça peut être contre un logement, avoir un toit sur la tête, sa consommation. C'est sûr qu'on voit parfois le conjoint qui est le proxénète un peu de sa femme, puis ça c'est un petit crunch parce qu'il y a un trou de service à ce moment-là. Parce que, tu sais, ils peuvent pas aller à la maison d'hébergement en violence conjugale parce que c'est son proxénète. C'est plus un client ou c'est plus un proxénète. C'est ça. Puis ils peuvent pas aller à la ressource pour itinérance parce qu'ils sont pas itinérantes. Mais ces femmes-là, on les envoie où à ce moment-là, tu sais? Puis si tu fais le choix d'habiter avec un homme, admettons, pour pas être itinérante, tu vas faire le choix d'aller vivre avec un homme. Puis, tu sais, par la bande, devoir lui donner de la sexualité pour avoir un toit. Mais ça va t'éviter, dans le fond, d'être dans la rue puis de vivre la violence de toute la rue. Et c'est ça. Parce que la rue, c'est dangereux, là. Les femmes ont 21 fois plus de chances de vivre la violence sexuelle dans la rue. Puis déjà que, oui, c'est ça, hein, une femme sur 3, là, une femme sur 3 va vivre au cours de sa vie de la violence sexuelle. Exact, oui. Fait être dans la rue, ça te met hyper en danger, là. Puis, tu sais, on le voit souvent que les femmes, en contexte d'itinérance, vont plus consommer des psychostimulants un peu parce que tu peux pas, en tant que femme, t'endormir sur un banc de parc puis
espérer. Que personne va venir te toucher, Exact. là, mettons. Exact. C'est un gars pourrait faire l'étoile sur son banc, puis il s'inquiète pas là, Non. de vivre ça, nécessairement. Exact. Fait que les femmes filles sont hyper vigilantes. Tout le temps. Plus les traumas qu'ils ont déjà tout vécu, l'hypervigilance qui est déjà là, plus la consommation, ça amène plein d'affaires, hein, c'est sûr. Exact. J'explique souvent aux gens autour de moi que ce que je me rends compte, c'est que ça n'a pas beaucoup de lien avec la sexualité, en fait. Non. Ça a souvent un lien avec le fait que je suis un acheteur, je domine, j'ai le droit d'avoir ce que je veux. Avoir du contrôle, je paye pour un service. Fait que je vais l'obtenir, etc. La prostitution, c'est connu, mais c'est très discret. Donc, parfois, on côtoie des gens, on côtoie des femmes qui disent pas, qui en parlent pas, là, qui vivent dans le milieu de la prostitution, mais c'est connu. En fait, depuis quelques années, la loi est conçue pour pénaliser les clients de la prostitution. Ce qui est illégal, c'est de communiquer avec une personne en vue d'obtenir ou moyennant une rétribution contre des services sexuels. C'est l'article 286.1 du Code criminel. Rien n'interdit les annonces sur Internet ou les services sexuels, mais c'est l'achat par le client qui est interdit. Le proxénétisme aussi est interdit, les maisons de débauche aussi sont illégales. Les peines d'emprisonnement devraient être beaucoup plus sévères. Bien, il devrait y avoir des peines d'emprisonnement, pas juste des amendes, là. Puis ça devrait être beaucoup plus sévère que ça. Depuis 2018, dans le fond, on a rencontré comme quelque chose comme à peu près 80 femmes. C'est quand même beaucoup de femmes là, tu sais, pour la MRC d'ici. Mais on sait que c'est aussi les femmes que nous, on a réussi à voir, qui avaient un intérêt peut-être à la sortie de la prostitution, mais on sait qu'il y a encore beaucoup plus de femmes qui en font. Parce qu'il y a aussi plein de femmes qui vont en faire et qu'on ne le saura jamais. Là, en Absolument. Fait, sur les femmes qu'on a rencontrées, les 80, il y avait une grande proportion qui étaient des femmes autochtones. Dans le portrait, je dirais que c'est beaucoup des femmes qui ont, tu sais, dans les alentours, là, mettons, mi-trentaine, 35, 45, 50 ans. C'est des femmes que ça fait longtemps qu'ils en font. Là. Entre 80 et 90 des femmes répondaient effectivement, si j'avais d'autres options dans ma vie, c'est parce que je ferais autre chose. À la limite, peut-être même, je ne serais jamais allée là-dedans. Ouais. Ça n'aurait pas été une option que j'aurais envisagée. Ouais. C'était comme une méta-analyse là, de plein d'études différentes. Puis, tu sais, je pense que nous, sur le terrain, c'est ce qu'on voit aussi. Ouais. La plupart des femmes nous disent moi, dans mon enfance, j'ai vécu des agressions sexuelles qui m'ont désensibilisée. J'ai appris tôt là, que je pouvais monnayer ma sexualité pour obtenir quelque chose. Fait que ça l'a entré en ligne de compte. T'sais. Puis il y a plein d'autres choses, il y a comme eu plein d'autres facteurs d'entrée là, par rapport à ces choses-là. Tu sais, l'âge moyen là, d'entrée en prostitution au Canada, c'est 14 ans. Tant si on veut que ça arrête d'être délicat, là, puis qu'on veut mettre ça sur la place publique, bien, parlons-en. Les gens pensent qu'une prostituée est habillée tout croche, elle est maquillée tout croche, puis elle a l'air d'une guédoune, tu sais. Mais c'est pas ça, l'image de la prostitution. Pour moi, c'est pas ça, tu sais. Puis il y a des gens qui font de la prostitution, qui sont chez eux, puis que ça paraîtra jamais, là. Puis c'est très dur de sortir de la prostitution. Parce que même si nous, les femmes, on veut sortir de la prostitution, c'est qu'on a du monde en arrière de nous. D'ailleurs, on se fait reconnaître. Tu sais, dans ce temps-là, je m'appelais Vanessa, puis encore du monde qui m'appelle Vanessa. Tu sais, quand que je me faisais « Hey, salut Vanessa » de l'autre bord de la rue, non, regarde, je ne veux même pas te voir. Tu sais, j'aime mieux pas. J'aurais pu m'en finir plusieurs reprises parce que j'allais chez les personnes et non dans les hôtels. Parce que tu sais jamais d'une fois à l'autre avec qui tu pars, qu'est-ce qui peut t'arriver, est-ce que tu vas revenir? Dans tout le contexte où elles ont vécu ce qu'on appelle un continuum de violence, fait que c'est pas juste une violence, c'est plusieurs formes de violence, qu'elles soient collectives, familiales, sexuelles, physiques, racisme systémique, compagnie dans à peu près toutes les sphères de leur vie, familiale, communautaire, à l'école. Du style que j'ai été éduquée et élevée, j'ai été née des parents qui n'auraient pas dû avoir d'enfants. C'est à cause d'avoir été abusée par mon oncle et par le père. Mais je me voyais comme si c'était normal. Fait que j'ai été ouverte là-dessus, moi, bien jeune. C'est d'accepter aussi le choix que j'ai pris. Mais dans le fond, j'avais pas beaucoup de choix quand j'avais 12 ans. Je me suis dit, je m'en vais, c'est pas plus en danger dehors qu'à la maison, là. Puis la vie, c'est ça qu'elle m'a réservé. C'était la porte qui s'est ouverte en avant de moi. C'est celle-là de la prostitution.
elles fuient une violence pour en trouver une autre, puis même à travers les services, quand elles vont chercher de l'aide, lorsqu'elles veulent sortir de là, lorsqu'elles essaient d'avoir accès à des choses pour se reconstruire. Elles viennent avec elles arrivent au monde avec plusieurs attraits au bâton la plupart du temps. Du monde qui me dit « Ah, mais je peux te vendre du pot si tu me payes en nature » ou des affaires de même. Puis, ça, c'est des affaires qui souvent peuvent apporter des obstacles à notre sortie parce qu'on est habitué dans ce temps-là de dire « Ben oui, tu sais, on le faisait dans le temps, fait que c'est difficile à ce temps de dire non. » Puis... Parce que les filles deviennent tellement intoxiquées en faisant de la prostitution, en se faisant donner toutes sortes de drogues, c'est qu'ils viennent qu'ils n'ont plus conscience de ce qui leur arrive à eux-mêmes. Qu'est-ce que ça donne d'aller faire de la prostitution si t'es tout obligé d'être drogué pour faire de la prostitution? Tu sais, dans le fond, t'arrives comme kiff-kiff pareil, mais là, t'es magané, ta santé est maganée, t'es perdu. Clairement que le côté monétaire est un gros enjeu. Puis je pense que ces femmes-là devraient être, Seigneur, tellement plus aidées dans leur sortie, mettons, au niveau monétaire. C'est souvent ça qui fait en sorte que la grande difficulté, c'est l'insécurité financière. C'est sûr que là, l'argent n'est pas là, hein? Fait qu'on se fait offrir toutes sortes de choses par des garçons, puis ben c'est sûr qu'on a faim, hein? On fume la cigarette, on a des dépendances, fait que on accepte des petites affaires, puis à un moment donné, ben, c'est rendu que t'es rendu dans la prostitution à côté. L'itinérance des femmes peut souvent se montrer plus cachée, qu'on appelle, c'est-à-dire être dans des appartements, faire du couchsurfing, parfois échanger des services sexuels contre un loyer, qui, pour certaines femmes, ne reconnaissent pas nécessairement que c'est de la prostitution. On se doute pas qu'il y a toute cette violence-là qui se passe dans les maisons qu'on voit partout ici, là, dans le fond. Là, ça peut être n'importe quelle maison. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lieu attitré de famille type ou de milieu type ou de... Oui, parce qu'on pourrait dire que ce serait juste des femmes, admettons, qui étaient hyper défavorisées. Ouais. Mais en fait, il y a aussi dans les femmes qu'on a vues, des femmes qui ont eu une enfance qui était des fois difficile, des trucs comme ça, mais tu sais, des parents qui travaillaient, des parents, etc. Mais tu sais, il y a des choses dans leur parcours de vie. Dans leur parcours de vie qui les a amenés vers ça. C'est rare qu'un professionnel va vraiment aborder la question de la prostitution. Ouais. Puis souvent, cet aspect-là, c'est celui qui fait le plus mal, en fait. Bien, c'est ça que le Jute l'autre porte, dans le fond, là, dans leur rapport. Mettons, moi, ça m'avait frappé. C'est une phrase qui m'avait vraiment frappée par rapport à ça. La femme disait que c'était l'aspect de sa vie qui lui faisait le plus mal. Ouais. Mais on est à l'aise comme intervenant de parler de toxicomanie parce qu'on sait quoi faire. De santé mentale, d'agression sexuelle en général, admettons, d'inceste, tout ça, c'est pas super à l'aise, on s'entend. Mais tu sais, on a comme des stratégies par rapport à ça. La prostitution, c'est plus tabou, c'est plus underground. Tu veux pas non plus donner l'impression que tu mets une étiquette à la personne. Oui, exactement. Il n'y a personne là, qui aime ça avoir une étiquette de prostituée. Là, non, puis cette étiquette-là fait vraiment mal. Puis, tu sais, on en a parlé aussi, vivre en région, ça apporte plusieurs obstacles, ça apporte plusieurs conséquences chez ces femmes-là. Puis, fait qu'une fois que cette étiquette-là est mise, c'est difficile, surtout à Val-d'Or. Le monde se connaît. Ce vécu-là qui est très lourd, puis qui a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de conséquences physiques, psychologiques, estime de soi, mentale, ça reste des traumas. Donc, de fonctionner en ayant vécu plusieurs traumas, c'est mon Dieu, c'est héroïque, là. L'estime de soi, comment rebâtir ça, c'est très, très, très énorme comme défi. Il y a beaucoup de conséquences. Tu sais, j'ai comme perdu ma dignité, ça, je l'ai plus. Mais d'ailleurs, je pense que je l'ai perdu même à la maison avant de partir. C'est comme les dons de Dieu qu'on serait supposé d'avoir, la confiance en soi, tout ça. Mais ça, je pense que j'ai perdu ça tout de suite au début, bien jeune. Je fais beaucoup d'anxiété sociale. J'ai de la misère à sortir de chez moi pour aller travailler. Une fois que tu as commencé ça, c'est difficile de sortir, puis c'est difficile de pas retomber là-dedans. Plusieurs fois depuis que je suis sortie, que je me suis dit que ça serait plus facile, que de toute façon, je suis juste bonne à faire ça, puis que... Anyways, le monde va regarder juste pour ça. Ça a eu beaucoup de conséquences au niveau de mon estime puis de la vision que je me vois aujourd'hui. Dans les enjeux de l'itinérance autochtone, il y a une grande invisibilisation du vécu des femmes.
La plupart du temps, en fait, la grande majorité d'entre elles ont eu recours à des échanges de services sexuels. Et rarement, c'était par ambition. La plupart du temps, c'était par défaut. Les enjeux qui font en sorte que l'exotisme de la femme autochtone qui peut être recherché dans le trafic humain, recherché par les clients dans le milieu de la rue, puis justement, quand on parle de vulnérabilité, c'est elles qui vont être ciblées dès qu'elles sont jeunes, sur les communautés en centre jeunesse. Tu sais, puis c'est démontré dans les études qu'elles vont souvent mourir plus tôt. Là. Ouais. Nous, on en a là, des femmes au fil des années qu'elles sont décédées. Là. Il y a toutes sortes de raisons différentes, certaines de façon vraiment plus violente, d'autres parce que c'est des overdoses, des choses, mais qui ont un lien direct avec le fait de la souffrance et de la détresse émotionnelle que ces femmes-là vivaient. Ouais. Puis c'est des femmes qui nous ont appris, en tout cas moi, c'est des femmes qui m'ont appris beaucoup sur le travail que je fais puis sur comment être la meilleure intervenante possible auprès de ces femmes-là. Au moins, je me dis genre que je leur ai donné du réconfort vers la fin de leur vie. T'sais, certaines femmes ont réussi à avoir un appartement, à avoir des trucs comme ça. Puis c'est triste, là, il y avait une femme que, ça a été beaucoup de violence, d'itinérance, de conjoints violents, d'être vendue, de toutes sortes de choses. Puis finit par avoir enfin un appartement. Puis après quelques mois dans son appartement, elle est décédée. Ouais. Puis, tu sais, c'est la femme que toi, tu avais en suivi. Puis, tu sais, je me dis, bien, au moins, elle est décédée de façon digne. Ouais. Tu sais, avec des gens autour d'elle. Ou certaines femmes ont récupéré les liens avec leurs enfants. Ouais. Parce que le lien avec c'est pas toujours facile, la famille, etc. Tu sais. En tout cas, je sais pas, mais c'est des femmes auxquelles je pense assez fréquemment qui étaient dans cette ruelle-là, ici, là. Oui. On parle souvent des femmes en prostitution, mais on parle pas souvent des clients. Hein? Oui, c'est ça. C'est très rare, mais les clients, c'est monsieur tout le monde. Là. C'est vraiment comme, mettons, monsieur tout le monde. Ben oui. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être. Puis on pense souvent aussi que les clients, c'est des hommes qui réussissent pas à avoir de sexualité par eux-mêmes, qui vont acheter les services. Mais non, ça peut être des hommes en couple, ça peut être de n'importe quelle profession, de n'importe quel milieu. Le client n'a pas de visage. Oui. Et c'est ça, moi, je m'étais rendu compte de ça parce que des fois, dans les interventions qu'on a faites, on en a croisé des clients. Ouais. Je sais pas si. T'as-tu déjà arrivé, toi? Non, mais. Ah ouais, okay. Moi, oui. Moi, oui. Ouais. Ça m'est arrivé d'une femme qui me disait tu cognes, tu rentres chez nous. Là. Ouais. C'est toujours le même. Puis là, je cogne, je rentre, puis je fais comme. Oh, allô? Il est en train de se reboutonner. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, je connais ce gars-là, je connais sa blonde, je connais son monde, là. C'est comme, c'est étrange. Puis c'est là, tu te dis genre, ah, c'est comme, c'est pas parce qu'il n'y a pas accès à probablement de la sexualité chez eux, etc. C'est vraiment juste parce que, c'est ça. Il veut, c'est ça. Il y a un désir de. Puis, tu sais, il y a ça souvent aussi. Les gens pensent que la prostitution, c'est une question de désir sexuel. Mais nous, avec les années, on a souvent vu que c'est plus un désir de domination, de contrôle. Alors, ici à La Piaule, on a autant des femmes qui vivent de la prostitution, qui fréquentent nos services, mais on a aussi également les clients, les acheteurs de services qui fréquentent ici La Piaule et parfois en même temps. Leurs clients se trouvent dans les ressources qu'elles fréquentent, dans les ressources en hébergement, dans les logements sociaux, dans toutes les ressources mixtes, les soupes populaires. Pour avoir des réponses à leurs besoins de base, elles sont confrontées à leurs clients. Souvent, c'est des hommes mariés, des hommes qui ont pas qu'est-ce qu'ils veulent avec leur femme, mais qui ne veulent pas se séparer pour ça, que ça ne vaut pas le coup, fait qu'ils aillent chercher le plaisir ailleurs. Il y a toutes sortes de demandes. Tu sais, pour la fille qui fait la prostitution, tu pognes toutes sortes de monde. Puis c'est des choses, des fois, qu'on ne peut même pas s'imaginer dans notre tête que ça pourrait exister. Je trouve que ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est que c'est possible.
Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se découragent, qui viennent nous voir, qui retournent dans l'industrie. Tu sais, il y a beaucoup d'allers-retours, mais c'est possible. Puis je les comprends parce que te beau être sorti de l'industrie, les obstacles sont encore là. Ouais, la pauvreté, elle est restée là. Le coût des loyers, ces choses-là sont toutes là. Fait que t'as 100%. plein de défis Ouais. pour en sortir. Puis toute la victimisation que tu as vécue au Ouais. fil du temps. Là. Ouais. Je me disais, quand on a commencé le projet en 2018, le gouvernement, maintenant, il nous demandait, au bout de l'année pilote du projet, combien de femmes sont sorties? Puis la réponse, souvent, était comme un peu, c'est le néant. Là. C'est Ben un peu oui. zéro parce que la prostitution, tu sais, est toujours comme un petit peu proche de... Ouais. C'est comme toujours une possibilité de... Bien, c'est l'option qui est facile pour ces femmes-là parce qu'une fois que tu as eu un pied dans l'industrie, tu te dis que tu sais, tu manques d'argent. Pour elles, c'est une option facilement sur la table. Tu sais, Ouais. le retour est toujours précaire pour eux, là. Puis c'est des femmes qui ont des besoins aussi qui sont ici et maintenant. Oui, c'est On ça. le voit Hein? Des fois, souvent. les organismes n'est pas toujours bien adaptés aux besoins de ces femmes-là Ouais. qui sont dans l'urgence assez facilement. Ouais, là. ouais, ouais. Importance versus urgence, là. On l'a appris beaucoup, hein? C'est à décortiquer souvent, là. Puis c'est aussi des fois des personnes qui ont tellement de besoins à tellement de niveaux Ouais. différents que ça use un peu les services autour d'elles. De là, l'importance de travailler vraiment ensemble. tu sais. Ouais. Et je pense aussi que de dire à la personne on la croit, ça aussi, c'est excessivement important parce que c'est peut-être la seule personne qui va lui dire ça. Ça prend un lien de confiance avant de commencer à travailler quelque chose avec quelqu'un. Puis le lien de confiance, bien, il faut l'établir, il faut le voir, il faut le reconnaître, puis il faut prendre le temps de prendre le temps. De ne pas juger, puis d'être capable d'écouter vraiment tout ce que la personne a à dire, même si ce que tu entends dans cette personne-là, c'est la pire chose que tu as entendue de ta vie, d'être capable d'écouter sans jugement. Je pense que ce serait quelque chose que les filles qui sortent de ce milieu-là apprécieraient. Surtout pas de jugement. L'écoute, tu sais, l'écoute, d'écouter une personne, de donner la chance à une personne de parler sans l'interrompre, ça peut être très aidant parce qu'il y a des choses qui sont en dedans de nous qui n'ont jamais sorti. Puis si ces choses-là réussissent à sortir, bien, je pense que tu peux commencer à avoir, tu sais, des fourches pour changer de route. C'est de reconnaître qu'ils ont des besoins, puis que ce que moi, je reconnais, je peux pas lui faire tout de suite. C'est lui qui va décider du moment où il attaque le problème ou qui décide d'avancer un petit peu. Et puis, il faut accepter ça. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est que si la personne n'est pas prête à s'en sortir complètement, ce serait d'accepter ce qu'elle fait, même si c'est pas la meilleure des solutions. Ce serait de dire que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais que oui, on comprend, puis qu'on va quand même être là pour cette personne-là. Parce que j'en ai des personnes qui, mon frère, en premier lieu, qui n'était pas d'accord avec ce que je faisais, puis il m'a juste donné un ultimatum dans le moment que j'étais pas prête à changer. Même encore aujourd'hui, il me parle plus. Je vous souhaite que le financement soit prolongé définitivement, puisque ça nous a prouvé réellement que le besoin était là. J'aurais tendance à dire que c'est une job pour 2 personnes, parce que je pense que le travail, il y en a beaucoup. Mon plus grand souhait pour les femmes, c'est qu'elles aient le choix. Qu'elles aient l'opportunité, qu'elles aient l'espace sécuritaire pour se construire, pour se découvrir, pour s'épanouir là où elles en ont envie, de la façon dont elles en ont envie, de mener des vies qui ne dépendent pas du choix des autres, de la volonté de quelqu'un d'autre. Si seulement il y avait autant d'aide pour les femmes qui ont besoin d'aide pour s'en sortir, que j'en ai eu pour voyager dans ce temps-là, est-ce que toutes les femmes s'en sortiraient facilement, là?